Tout le monde est bien installé, à une place. Bonjour aux personnes qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas là hier. Bonjour aux personnes qui étaient là hier. C'est parti pour la deuxième journée de ces rencontres. Juste un petit point programme et logistique, évidemment. Nous sommes en table ronde témoignage jusqu'à 11h. Un petit peu avant 11h, on va essayer de terminer. De 11h à 13h15, il y aura des ateliers. Pour info, normalement, vous êtes inscrit. Dans le formulaire d'inscription, vous êtes inscrit à des ateliers. Nous avons fait la répartition. Les répartitions sont visibles dans le SAS. Voilà. Donc, et normalement, vous avez votre livret d'accueil. Et dans le livret d'accueil, il y a un plan avec les salles et en fonction des ateliers. Voilà. Juste l'atelier sur les mobilités. Tout va se passer dans ce bâtiment pour les ateliers, sauf les mobilités. Donc, ce sera dans la mairie de quartier, dans la salle au rez-de-chaussée. Voilà. Voilà. Donc, à 13h15, de 13h15 à 15h, on aura un autre forum déjeunatoire, le forum des dispositifs. Si vous voulez assister, on va avoir un petit temps projection de documentaires et de reportages, notamment sur le développement de projets d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale dans l'enseignement agricole et un retour d'expérience de la rencontre internationale de l'éducation populaire et solidaire, de 14h à 15h. Dans la mairie de quartier, au rez-de-chaussée. Voilà, il y aura une projection avec un échange possible, si ça vous intéresse. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Après les forums, il y aura un temps de clôture de 15h à 16h. Et la journée se terminera à 16h. On vous invite à nous rendre vos petits badges. On va disposer des boîtes à la fin de la journée, à la sortie de la plénière. Voilà. Et puis on va mettre ce midi des QR codes pour des questionnaires pour que vous nous donniez votre avis sur le déroulement de ces 2 jours, qui était une première, voilà, pour qu'on puisse avoir un retour de votre part. Il y aura des QR codes un petit peu partout. Votre avis est précieux. Normalement, j'ai tout dit pour les aspects logistiques, et donc je vais introduire cette table ronde avec pas mal de monde, vous l'aurez remarqué. Ça va nous permettre de voir la diversité des éducations A, des collaborations possibles, des acteurs. Donc là, pendant 1h30, on va écouter des témoignages inspirants de projets d'éducation A, des projets de collaboration entre acteurs. Il y a 7 projets différents qui vont être présentés à travers différents angles et questions. Et pour commencer, dans le vif du sujet, on va commencer cette table ronde avec 2 projets d'éducation A particulièrement intéressants en termes de partenariat et de collaboration. Le premier projet est une initiative multi-acteurs d'éducation à la forêt, portée par l'association Climaction Bretagne, ici représentée par Juliette Le Cagnec, et Solène Ledu du REB, Réseau Éducation à l'Environnement en Bretagne. Le deuxième projet est une campagne d'éducation aux médias et d'ouverture au monde à destination d'établissements scolaires qui entrecroisent du coup 2 éducations, l'éducation aux médias et l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Cette initiative est portée par Pays de la Loire Coopération Internationale, le réseau régional des Pays de la Loire, et Maude Béguin-Allégron représente le réseau aujourd'hui. Donc on va commencer par le projet d'éducation à la forêt et à la biodiversité. De nouvelles forêts pour le climat et la biodiversité, c'est le nom de ce projet qui existe depuis 2017, qui est très local, il se trouve entre l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. C'est un projet qui a pris une autre dimension cette année. Il s'est régionalisé, il est soutenu par le FEDER. Et donc, Juliette, est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter rapidement ce projet et nous dire quels sont les ingrédients pour qu'une collaboration multi-acteurs fonctionne ?
Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, comme ça. Du coup, le programme de Nouvelles Forêts pour le climat et la biodiversité, donc c'est un programme phare pour l'association Climaction Bretagne, puisque c'est un des premiers qui a été mis en place en 2017. L'association a été créée en 2015, donc c'est arrivé assez rapidement. Pour résumer un petit peu, c'est un programme qui consiste à réaliser des plantations diversifiées sur des parcelles communales de 1 à 3 hectares, donc toujours en partenariat avec une commune. Et l'objectif derrière ça, c'est à la fois de s'adapter et d'atténuer les changements climatiques, mais aussi d'accueillir d'autant plus de biodiversité, tout en apportant une amélioration du cadre de vie aux habitants de la commune, et surtout, du coup, un support pédagogique. C'est cette partie-là, notamment, qu'on a beaucoup développée ces dernières années, et notamment, du coup, avec le dossier FEDER qu'on mène depuis 1 an. Donc ces forêts sont diversifiées puisqu'elles accueillent au moins 8 essences différentes, des essences qui sont adaptées à la fois au sol et aussi au climat. Et donc on a des acteurs différents qui interviennent à chaque moment de ce projet. Notamment en amont, il va falloir étudier le sol, donc souvent on accueille des étudiants pour réaliser ce travail. En plus de ça, il va falloir faire appel à des experts forestiers qui vont pouvoir nous donner leur avis sur le choix des essences. On fait appel aussi à des pépinières locales à chaque fois. Donc on intervient, ces plantations, elles ont été faites principalement dans le Morbihan, mais aussi en Ille-et-Vilaine l'année dernière et cette année dans les Côtes-d'Armor. Et donc à chaque fois, on essaye de faire fonctionner le réseau local des acteurs forestiers, donc à la fois pour les pépinières, mais aussi pour les entreprises mécènes, puisque ce projet fonctionne grâce au mécénat d'entreprises locales, à la fois pour payer notre travail d'accompagnement, mais aussi pour payer les plants et les piquets pour les plantations. On fait appel aussi aux ostréiculteurs, car pour protéger les plants, on utilise des poches à huîtres usagées qu'utilisent plus les ostréiculteurs. Et après arrive du coup la plantation. Donc là, c'est un peu, on va dire, un peu l'apogée du projet, puisque c'est un peu la journée festive. Et c'est là où on accueille tous les acteurs de ce projet, à la fois les écoles le matin, les habitants, les bénévoles de Climaction, les salariés des entreprises mécènes. Et donc tous sont réunis sur cette journée. Et on essaye de régulièrement refaire appel à tous ces acteurs-là pour le suivi de croissance, par exemple, de la plantation, vérifier que la plantation est toujours en bonne santé, voir s'il y a besoin de peut-être enlever quelques ronces ou quelques liserons qui commencent à pousser au niveau des plants, ou faire aussi des suivis de biodiversité pour voir comment évolue la biodiversité au cours du temps. Et donc, jusqu'à présent, donc, ça fait 7 années qu'on mène ce projet, et on a vu que ça fonctionnait très bien parce que finalement, alors c'est peut-être juste mon avis personnel, mais en tout cas, chaque acteur intervient dans son champ de compétences, et donc est un peu l'expert, on va dire, sur sa mission. Et finalement, on collabore les uns avec les autres, et on se rencontre notamment le jour de la plantation, pour certains, et ça crée finalement peut-être d'autres projets et aussi un dynamisme local. Et en plus de ça, après, on encourage finalement les habitants, par exemple, en se positionnant comme sentinelle de la parcelle, à venir régulièrement sur la parcelle pour vérifier, par exemple, après une tempête, s'il n'y a pas eu trop de dégâts, ou aussi vont nous dire comment ça évolue, s'ils ont vu d'autres animaux qui arrivent peut-être sur la parcelle ou d'autres choses à nous faire remonter. Et en plus de ça, on encourage du coup les écoles à utiliser cette parcelle comme un support d'école du dehors pour qu'ils puissent se reconnecter peut-être à la nature et apprendre diverses choses aussi. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. On va passer maintenant à la campagne d'éducation aux médias et d'ouverture à l'international. Donc, Pays de Loire Coopération Internationale est un réseau qui pratique plutôt ce qu'on appelle le CSI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Pourquoi, là, vous avez décidé d'ouvrir le CSI à une autre éducation A, ici l'éducation aux médias et à l'information, dans le cadre de ces campagnes? Et qu'est-ce que ça a apporté? Je peux peut-être parler de... En fait, ces campagnes, elles sont nées de collaboration avec des collectivités territoriales. La première campagne d'éducation aux médias que nous avons lancée était sur le Liban. C'est une campagne qui est venue animer le volet animation territoriale d'un projet FICOL porté par la région des Pays de la Loire avec plusieurs collectivités au Liban. Le dispositif FICOL est un dispositif de l'AFD qui permet de faciliter le financement des projets de coopération décentralisée des collectivités françaises.
C'était un projet de collectivité qui visait à établir des partenariats, à établir des échanges avec des acteurs ligériens et des collectivités au Liban autour des enjeux environnementaux, autour de la question de la gestion des déchets, du traitement des eaux usées et des énergies renouvelables. Donc c'était beaucoup d'échanges techniques. Et la région, à l'époque, on était un tout jeune réseau, puisque c'était en 2019 et l'équipe salariée arrivait tout juste au sein de l'association. La région était venue, s'était tournée vers nous pour développer ce volet de CSI, notamment à la demande de l'AFD d'ailleurs. Et à l'époque, nous nous étions tournés vers une association qui s'appelle Globe Reporter, qui est une association de journalistes professionnels, qui a l'habitude de mener ce type de campagne, qui d'ailleurs, on avait déjà mené une au Liban quelques années auparavant. Et en collaboration avec Globe Reporter et les équipes de la région, les services de relations internationales, nous avons défini les thématiques sur lesquelles les élèves, puisque c'est des campagnes qui sont à destination des établissements scolaires, sur lesquels les élèves allaient travailler. Donc on a choisi les thématiques de la gestion de l'environnement et de l'accueil des réfugiés, puisque la région est engagée au-delà de ce projet FICOL, était engagée notamment auprès de l'IECD, une ONG qui travaille au Liban sur l'insertion scolaire et ensuite professionnelle des jeunes Libanais en situation de précarité et aussi des réfugiés syriens et palestiniens là-bas. Une fois que les thématiques étaient établies, donc les élèves, le principe de ces campagnes, c'est que les élèves donc choisissent un sujet, choisissent les supports sur lesquels ils allaient travailler. Donc ça peut être des émissions de radio, des podcasts, des articles, des émissions de télé. Il y en a certains qui ont fait des émissions de télé. Et ensuite, on a une journaliste, alors je dis une parce qu'à chaque fois c'était une journaliste qui est partie, qui part sur le terrain pendant 5 semaines environ, recueillir la matière. Donc en fait, les élèves deviennent des rédacteurs en chef, des salles de classes de rédaction. Et la journaliste part sur le terrain recueillir cette matière. À côté de ça, sur ces campagnes, on a toujours aussi fait un mapping un peu des acteurs, puisqu'on a un réseau régional, on est censé connaître un peu les acteurs qui travaillent sur ces thématiques et sur ces zones géographiques. L'idée, c'est de mettre en lien les élèves qui le souhaitaient, les enseignants qui le souhaitaient, avec des structures, des associations du territoire, dans la plupart des cas, qui agissaient sur ces thématiques au Liban. Donc, en plus du recueil de la matière de cette journaliste sur le terrain, les élèves pouvaient interviewer des ressortissants libanais, libanaises et interviewer des associations. Donc c'est une campagne qui a plutôt bien fonctionné en termes de mobilisation. Déjà, les équipes à la fois des établissements scolaires, il faut savoir que c'est une campagne qu'on a lancée en plein confinement, on était dans les années... Enfin, on était en 2000. On a lancé cette campagne en plein confinement. On avait vraiment beaucoup d'inquiétudes sur la capacité des établissements à répondre à cette campagne. En fait, on a eu 19 établissements au lieu des 10 qui étaient prévus, donc ça a plutôt bien fonctionné. On a aussi été assez agréablement surpris de la mobilisation des partenaires au Liban, qui ont facilité le travail de la journaliste et qui ont été très enthousiastes à l'idée de répondre aux questions des jeunes élèves. Donc c'était des élèves de la primaire au lycée, pour vous donner un peu une... voilà, et donc c'est une campagne qui a permis effectivement de bien mobiliser et puis en même temps de mettre en lumière pour les collectivités, enfin pour la région en l'occurrence, de mettre en lumière des visages de ces acteurs et de ces actrices qui faisaient vivre cette coopération sur le territoire. Notamment à travers toutes les créations journalistiques qui ont été faites, les dessins de presse, les émissions de radio, les émissions de TV. D'ailleurs, tous ces supports journalistiques qui ont été créés sont en ligne sur le site de Globe Reporter. À chaque fois, on a travaillé à l'élaboration d'outils de valorisation. On a un musée virtuel qui est encore en ligne, que vous pouvez aller voir sur notre site internet, qui permet de se balader comme dans un musée et aller écouter l'émission de radio réalisée par les élèves de l'école de Coudrecieux à Cour-de-Manche en Sarthe, d'aller observer les dessins de presse faits par les élèves du lycée Olivier Guichard de Guérande. Voilà, donc c'est des choses qui restent en fait et qui permettent d'illustrer un peu de manière très concrète cette coopération. Comme c'est une campagne qui a bien fonctionné, on a réitéré l'action cette fois-ci avec Madagascar. Et donc c'est une campagne qui vient tout juste de se terminer sur l'année scolaire précédente, qui vient là aussi s'appuyer sur un projet de coopération décentralisée naissante cette fois-ci,
puisqu'on coordonne depuis maintenant 4 ans un projet clé en main. Donc c'est un autre dispositif du ministère de l'Europe des Affaires étrangères qui permet à des associations comme la nôtre, des RMA comme la nôtre, qui ont des collectivités membres, d'accompagner des collectivités à développer des projets de coopération décentralisée. Et donc là, c'est une coopération décentralisée naissante entre la ville de Saint-Nazaire, la Carène, son agglomération, et 2 syndicats d'eau, la ville de Lavaux-sur-Loire est associée à l'association Transmat qui est un peu l'opérateur associatif de cette coopération, qui travaille sur les questions d'accès à l'eau, mais aussi l'ISTOM, qui est une école d'ingénieurs en agronomie à Angers. Et donc cette campagne, ce projet clé en main a un volet d'échange technique, comme tout projet de coopération décentralisée autour des enjeux d'accès à l'eau. Et on est venu renforcer ce volet animation territoriale par la mise en place de cette campagne d'éducation aux médias sur Madagascar, sur les thématiques préservation de la ressource en eau, lutte contre le changement climatique et sécurité alimentaire, notamment par la mise en place des périmètres maraîchers. Et donc, c'était le même schéma avec une journaliste qui est partie sur le terrain et des élèves qui ont pu aussi interviewer des acteurs du territoire, des actrices du territoire sur les projets qu'ils menaient à Madagascar. Merci Maud. On va revenir sur le partenariat avec la collectivité dans la deuxième question. Je me tourne maintenant vers Solène du REB, Réseau Éducation à l'Environnement en Bretagne. On revient à l'éducation à la forêt. Qu'est-ce qu'une tête de réseau régional comme le REB apporte à ce genre de projet multi-acteurs ? Alors le réseau éducation à l'environnement en Bretagne, c'est un réseau qui agit depuis plus de 30 ans en fait, sur le territoire breton, qui compte 120 membres, dont l'association Climaction qui est à côté de moi et qui mène ce projet. Et effectivement, l'objectif de notre réseau, c'est de promouvoir l'éducation à l'environnement, accompagner les éducateurs à l'environnement, les professionnels, et les mettre en lien et en synergie. Et puis aussi, ça passe aussi par un certain nombre de représentations dans des institutions, Césaire. Alors, hier, on faisait la chasse aux acronymes ABB, Agence bretonne pour la biodiversité, ARS, Agence régionale pour la santé, etc. Et l'exemple du travail avec Climaction, je trouve que c'est une belle illustration de ce qu'un réseau en fait, peut réaliser au quotidien. On a été invité par Climaction à donc, faire partie du comité de pilotage de ce projet européen FEDER, soutenu par des financements européens, avec des actions à mener sur les prochains mois, notamment le développement d'outils pédagogiques sur la forêt, les arbres, des livrets, des panneaux, des malles pédagogiques. Dans le cas présent, le financement était déjà trouvé par l'association, mais on aurait pu imaginer que le réseau mène ce travail-là de mise en relation avec des partenaires financiers, voire même d'aller chercher des financements complémentaires. Ça aurait pu être une des missions d'une tête de réseau. Et puis là, très concrètement, en fait, sur le projet qui est présenté par Juliette de Climaction, en fait, il y a 3 phases dans lesquelles nous allons, nous, pouvoir intervenir et les accompagner et être facilitateur de ce projet-là. En ce moment même, on accompagne donc Climaction pour faire un travail de recensement des outils existants pédagogiques sur le territoire breton et plus largement français, puisque le REB interagit aussi avec ses homologues régionaux au niveau national qui s'appellent les graines. Et ça permet à Climaction d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'il existe aujourd'hui et de gagner du temps, tout concrètement. Et puis, la seconde phase de soutien sera sans doute une phase de construction des outils pédagogiques. Le REB pourrait être sollicité sur une phase de relecture, de rédaction des textes, voire même des notions pédagogiques qui sont transmises, donc avoir un regard extérieur. Et puis, le troisième point dans lequel on pourrait intervenir, je dis pourrait parce qu'en fait, on est quand même en phase, on a le premier comité de pilotage a eu lieu il y a peu de temps, donc on est encore en phase de construction de ce projet et de notre partenariat. Et c'est une phase importante, notamment dans les projets FEDER et puis de toute façon dans tous les projets pédagogiques qui vont être développés à l'échelle régionale, c'est le volet valorisation et essaimage. Et là encore, le REB, il peut, de par ses moyens de communication, son réseau, transmettre les outils qui seront réalisés, intégrer ces nouveaux outils et ces nouvelles connaissances dans des groupes de travail
qui sont proposés par le REB. Et puis, on pourrait imaginer, on en a commencé à en parler, d'organiser une journée régionale thématique sur le thème justement des forêts, des arbres, multi-acteurs, aller chercher d'autres membres de notre réseau qui travaillent aussi sur ces sujets-là pour faire aussi monter en compétence l'ensemble des membres qui font partie du REB aujourd'hui. Super, merci. Pour terminer ce binôme sur la dimension multi-acteur des projets d'éducation, je m'adresse à nouveau à Maude. Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais en quoi, là, dans le projet des campagnes, l'ancrage territorial et le partenariat avec les collectivités sont un levier pour mener à bien ce genre de projet? Mon micro. Oui, comme je l'ai dit, en fait, l'intérêt de croiser, en tout cas aussi, j'en ai pas parlé, mais je peux l'évoquer aussi, le CSI et le MI, c'est aussi de permettre de travailler à travers ces créations journalistiques, de mettre en lumière à travers les créations journalistiques les visages des acteurs et des actrices qui font vivre ces coopérations. De plus en plus, on est amené à accompagner, nous, en tant que réseau, des collectivités dans leurs projets de coopération décentralisée. On a proposé effectivement 3 fois des campagnes d'éducation média. Je n'ai pas parlé de celle sur la Palestine qui aura lieu cette année, mais je pourrais l'évoquer juste après. Mais pour nous, c'est à la fois ce travail avec les collectivités et ce travail avec les établissements scolaires est important parce que quand on a lancé la première campagne d'éducation média, on était un jeune réseau, on avait besoin aussi d'asseoir notre légitimité sur le territoire. Le fait effectivement de proposer cette campagne d'éducation média nous a permis à la fois effectivement de travailler avec la région sur cette coopération décentralisée et en même temps d'élargir aussi notre connaissance un peu et notre portefeuille, on va dire, d'établissements scolaires qui pouvaient participer à nos projets de CSI. Et le fait de travailler, de croiser ces deux éducations A, nous a permis finalement très vite de nous rendre compte qu'on avait des convergences communes sur ce qu'on souhaitait provoquer, on va dire, chez les élèves, le travail sur la pensée critique, la curiosité, le traitement de l'information dans une société où on est face à des flux d'informations de plus en plus importants. Et le MI, comme c'est une pédagogie qui est au cœur des établissements, ça nous a aussi facilité notamment cette première campagne où on a eu plus d'établissements que ce qui n'était prévu. Et pour les collectivités, c'est intéressant aussi de pouvoir donner une visibilité de ces coopérations qui peuvent paraître très éloignées des populations, d'asseoir ces collectivités, notamment auprès des établissements scolaires. En plus de ça, ce qui est intéressant pour nous, quand on croise ces deux formes d'éducation-là, c'est qu'il y a des moyens qui sont dédiés dans les établissements scolaires. On en a parlé beaucoup, la difficulté parfois de consacrer du temps à ces projets-là. Il y a des professeurs, il y a des référents en fait dans les établissements scolaires, il y a des professeurs documentalistes dans les collèges et les lycées, il y a aussi des référents dans les écoles primaires. Et tous les projets d'éducation média, dans chaque établissement, c'était des projets interdisciplinaires. Et donc, qui dit interdisciplinarité dit du temps que les enseignants consacrent à accompagner les élèves dans le choix des sujets, le choix des supports, dans l'établissement, enfin le listing des questions, la préparation des interviews, dans le choix des angles aussi des sujets. Puis après, dans le traitement, enfin voilà, je vous passe le détail un peu de la pédagogie, mais c'est vraiment un plus pour allier l'EXI et le MI dans les établissements. Et puis ça nous permet aussi de créer de la synergie avec d'autres dispositifs. Je pense au programme Réinventer le monde. Cette année, on a un établissement, le Collège Chantenay-Nantes, qui a fait plusieurs créations journalistiques, dont 2 podcasts, un plutôt dédié à la réalisation d'interviews, d'associations du territoire, et un autre sous forme de fiction. Donc, ils ont pu concourir au programme Réinventer le monde. Et qui, d'ailleurs, c'est un podcast qui est arrivé en demi-finale, parce que ce sont des élèves qui se sont aussi énormément nourris des échanges qu'ils ont pu avoir avec les associations du territoire et croisés avec les interviews que notre journaliste envoyé spécial a pu faire sur le terrain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les trois. Donc là, on a abordé la notion de collaboration, la richesse du travail en réseau, ce que ça peut apporter, allier les échelles territoriales également. On va s'intéresser maintenant à la dimension échange de pratiques entre acteurs des éducations A et la richesse que ça peut générer. On va commencer par un témoignage du CICODES, qui est un centre de ressources Ritimo dans le Finistère et une asso qui pratique l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Donc, je m'adresse à Anne-Claire Lucas, qui est animatrice et coordinatrice du CICODES. Vous, le CICODES, vous avez travaillé... Ah, c'est pas le bon diapo, Alexis. Le CICODES, vous avez travaillé avec des acteurs de la culture sur un projet de formation aux violences, comment aborder les violences sexistes et sexuelles avec des éducateurs, des jeunes en formation dans le milieu de la culture. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le projet et nous dire comment vous avez construit ce programme de formation sur l'éducation à la sexualité, au genre et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Merci. Oui, donc le projet, en effet, il a en fait son origine. Le point de départ, c'est pas une collaboration avec les acteurs du monde culturel, mais plutôt un projet, on va dire, qui est partagé qui était partagé et qui l'est toujours avec des acteurs de l'éducation populaire, donc des partenariats un peu plus classiques pour nous entre les acteurs, nous acteurs de l'ECSI dans le Finistère et des animateurs animatrices dans différentes structures d'éducation populaire, qu'elles soient associatives ou de collectivités territoriales. Le point de départ du projet, donc ça a été une alerte un petit peu, une remontée un peu de terrain de la part des services départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports, qui suite à des séjours d'été avaient été alertés d'un certain nombre de situations de violences sexistes et sexuelles entre jeunes pendant les séjours d'été, et qui avaient, en discutant avec aussi les équipes, qui avait fait remonter le manque de réponse finalement pour les professionnels, à la fois pour savoir comment réagir dans ces situations-là, mais aussi comment travailler sur le temps long avec les enfants et les jeunes pour prévenir ces violences et essayer d'éduquer justement à une autre forme, une éducation non sexiste et qui puisse du coup faire rempart contre ces formes de violence. Donc, nous, en tant que centre aussi de ressources pédagogiques, en fait, le service départemental en fait, s'est tourné vers nous pour à la fois construire du coup une malle pédagogique et penser à un programme de formation en collaboration avec d'autres acteurs. Et donc, pendant un peu plus d'un an, plutôt 1 an et demi, je dirais, on a mis en place un groupe de travail avec des acteurs qui sont spécialisés sur les violences, la prise en charge des violences sexistes et sexuelles sur le département, et aussi du coup des acteurs de l'éducation populaire qui étaient intéressés, à défaut parfois d'être formés, mais en tous les cas intéressés justement pour approfondir ces enjeux-là. Donc voilà, on s'est retrouvés de manière régulière pour échanger un petit peu sur les problématiques qu'on pouvait identifier, qui concernent plus particulièrement le public jeune, nos objectifs éducatifs réciproques et les ressources dont on dispose, qu'on utilise, quelles sont nos démarches pédagogiques. Chacune, ce qu'on a repéré, c'est que dès lors, quand bien même on est des acteurs relativement de famille, en tous les cas proches, on va dire, des éducations A, chacune a apporté ses connaissances spécifiques, certaines du public jeune et notamment des facteurs de vulnérabilité des jeunes, pour d'autres des démarches éducatives d'EVRAS, donc d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Pour d'autres encore, la démarche et les postures pour accueillir et accompagner justement les victimes de violences. Et donc, finalement, l'objectif de toutes ces rencontres, c'était de pouvoir se dire ensemble, finalement, prévenir les violences sexistes et sexuelles, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et par quoi
on pense que d'un point de vue, en termes de démarche éducative, par quoi ça doit passer, par quoi ça peut passer. Comment est-ce qu'on y travaille et selon l'âge des publics et les contextes d'intervention également. Donc, on va dire, au terme de cette année et demie, on a pu du coup finaliser la construction d'une malle pédagogique qui avait pour objectif, bien sûr, de s'accompagner aussi de temps de formation pour l'utiliser, mais aussi pour former d'autres professionnels qui n'avaient pas participé à ces temps d'échange. Et donc voilà, ce projet finalement a essaimé. Et en effet, on a été contacté, mais c'était pas notre parti pris au départ, ce n'était pas un objectif pour nous, mais par des structures culturelles qui étaient intéressées par ce travail-là et qui ont eu envie finalement de pouvoir l'utiliser ou en tous les cas de pouvoir travailler en collaboration avec nous. Et donc c'est comme ça qu'est né finalement un programme de formation à destination des acteurs culturels. Donc on a eu, pour citer un petit peu les types d'acteurs culturels, des fédérations, une fédération de cercles celtiques, des musées, théâtres, salles de spectacle. Voilà, et donc en effet, c'est organiser du coup des rencontres plus spécifiquement en direction de ces acteurs-là dans ce champ du coup plutôt culturel. Merci. Tu as commencé à aborder la notion de culture commune entre acteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ces collaborations ont apporté, ont généré ? Oui, en fait, ce qui est intéressant pour nous déjà, peut-être une des premières choses, c'est peut-être le fait d'avoir perçu, identifié en fait communément le fait qu'on a bien des objectifs éducatifs communs. L'objectif principal, là en l'occurrence, de promouvoir une éducation non sexiste auprès des jeunes pour prévenir, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, donc les VSS. Ça peut paraître évident, mais en fait, pour nous, finalement, on n'a pas sur notre territoire d'occasion de pouvoir échanger entre ces familles-là d'acteurs pour se dire, finalement, en tous les cas, sur cette thématique-là, comme sur d'autres, on a bien des objectifs communs. Et donc, ça nous a permis de nous dire, en fait, on peut aussi se former ensemble pour échanger sur nos pratiques, pour construire un peu une certaine... des projets avec une cohérence éducative sur notre territoire, puisqu'on travaille... en direction des mêmes publics, donc des mêmes enfants et jeunes. Et donc, il peut, à travers ces temps d'échange de pratiques, de formation, on développe finalement en gardant des approches différentes, mais quand même des réponses communes, des identifications d'enjeux communs. Et ça nous a paru, c'était peut-être le premier point qui nous a paru, cette prise de conscience-là, le fait de prendre conscience en effet qu'on avait bien ces objectifs-là les uns les autres, et donc on pouvait plus fréquemment finalement collaborer ensemble. On a au fur et à mesure partagé une culture commune sur un certain nombre de notions. On s'est aussi évidemment, de fait, comme avec n'importe quel travail partenarial, mais interrogé mutuellement sur nos pratiques, questionner des choses qui nous semblaient évidentes dans chacune de nos familles, un peu d'acteurs. Et donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et ça donne lieu d'ailleurs à des projets éducatifs qui croisent davantage... qui croisent davantage des actions éducatives différentes. Par exemple, nous, sur un projet l'année dernière qui s'appelait Elle change le monde, donc un projet d'éducation à l'égalité de genre auprès d'un certain nombre de classes de CP, CE1. Ce projet, il était pensé il a été construit comme un ensemble à la fois d'interventions en classe, mais aussi d'un temps fort réunissant l'ensemble des écoles qui étaient investies sur le projet. Du coup, à ce projet-là a été, en travaillant avec un de ces acteurs-là culturels, a été ajouté un spectacle proposé par une compagnie professionnelle sur les questions justement de stéréotypes de genre, mais ce spectacle, il aborde aussi la transidentité, l'homoparentalité, les questions de consentement, etc. Et en fait, dans le parcours entre guillemets proposé dans le cadre de ce projet-là, les enfants ont aussi participé en tant que spectateurs, spectatrices au spectacle. Et nous, on a trouvé du coup qu'il y avait un enrichissement assez important du projet. Pour la structure culturelle, eux, leur retour, c'est que le spectacle, on l'a vu nous aussi, bien sûr, il a énormément plu. Mais pour certains enfants,
qui ont participé uniquement au spectacle, ceux qui ne faisaient pas partie de ce projet-là. Pour certains enfants, le spectacle, il les a marqués par le caractère, comment dire, scénographique, l'expérience même du spectacle, elle a été très riche, mais le thème, il a été relativement effacé par la dimension même mise en scène, etc. Pour d'autres, au contraire, l'émotion et le ressenti des chansons à travers l'interprétation, etc., a été marquant. Et du coup, le fait d'avoir, pour le théâtre, d'avoir pu faire participer des écoles au projet qu'on menait et d'avoir pu avoir eu des ateliers en amont et en aval du spectacle pour aborder ces questions-là d'une autre manière. On a pu également travailler sur des ateliers philo autour du texte des chansons, etc. Et ben, il est ressorti que le niveau de sensibilisation, de compréhension, il était bien supérieur aux classes qui ont participé uniquement au spectacle. Voilà, ça c'est leur point de vue à eux. Et nous, de notre côté, et ben, ce qu'on a repéré, c'est que dès que les enfants avaient participé à ce spectacle-là, ben, ils avaient une expérience, un vécu émotionnel, de ressenti qui était très fort, donc un engouement assez important d'une part dans le projet, mais aussi voilà, la participation à ce spectacle et à la découverte de ces chansons, parce que ce sont essentiellement des chansons, ça a été vraiment un outil très intéressant pour diffuser une culture de l'égalité. Au fur et à mesure, les enfants ont travaillé sur les chansons, on est dans l'éducation en tant que telle artistique en classe. Avec nous, ils ont fait des ateliers philo. Avec les animateurs, animatrices périscolaires, ils ont pu apprendre les chansons, etc. Et c'est aussi une autre forme d'éducation qui permet de diffuser une culture de l'égalité. Et du coup, pour terminer, voilà, nous, ce qu'on trouve en tous les cas enrichissant, c'est que en tant qu'acteur de l'ECSI, on utilise bien sûr des méthodes participatives, on utilise aussi des activités qui vont permettre de puiser dans l'imaginaire, dans le jeu de rôle, etc. pour les enfants. Mais pour autant, ce qu'on cherche comme objectif, c'est déconstruire des représentations, comprendre des systèmes aussi de domination, d'oppression, etc. Et on reste dans une approche qui, malgré toutes nos méthodes éduc-pop, reste assez cérébrale. Et du coup, là, par l'ajout, entre guillemets, d'un spectacle, on donne ici, on réinjecte, entre guillemets, une sensibilité qui va être marquante et une émotion qui va jouer un rôle très, très important. En tous les cas, nous, on l'a vu aussi dans le bilan qu'on a pu faire avec les partenaires éducatifs. Merci beaucoup, Anne-Claire. On va passer du Finistère à la France, à l'échelle nationale, toujours sur ces questions de culture commune, d'échange de pratiques. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à une communauté de pratiques ECSI. Je ne rappelle plus les sigles, je pense que maintenant, tout le monde l'a. Une communauté de pratiques coordonnée par le F3E. Donc là, on va avoir 4 témoignages. D'abord, Marie-Pierre Héritier, qui représente le F3E. Ariel Romanteau, qui représente Commerce Équitable France. Marion, j'en oublie les noms. Marion Emery, qui représente Curiose, et Colline Vernier à Ygraine. Pour commencer, Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est cette communauté de pratique ? Bonjour tout le monde. Déjà, le F3E, donc, c'est un réseau qui réunit une centaine de membres avec des collectivités territoriales et des associations qui travaillent dans le champ de la solidarité internationale et de la coopération internationale. Et c'est un réseau qui accompagne ses membres avec une démarche favorisant les apprentissages individuels et collectifs au travers d'expérimentations menées collectivement entre membres partenaires des Suds et des Nords, qui proposent un accompagnement d'études, quel que soit le type d'études, on en a 9, qui proposent des formations actions et des espaces d'initiation et d'échange de pratiques, dont les communautés de pratique ou les cliniques méthodologiques. Et on organise des rencontres de réseau autour des restitutions d'études, de revues transversales, où c'est une analyse transversale des études qui ont eu lieu sur une même thématique. Et on publie des ressources, donc rapports, synthèses d'études, on a des collections, repères sûrs, échanges sûrs, points de vue sûrs, ainsi que des essentiels sur les méthodologies qu'on promeut. Et nos modalités d'intervention sont l'intelligence collective, le pair à pair,
le sur-mesure et le recours à la consultance. Et donc, un exemple de communauté de pratique, il y en a plusieurs au sein du F3E, c'est sur la mesure des effets et de l'impact des actions de CSI. Ça a été initié avec, à l'époque, Educasol, qui était la plateforme de l'ECSI en tant que telle, et on a voulu créer une culture commune autour de l'évaluation avec les acteurs de l'ECSI en tant que tel. Et donc la CPE-CSI, elle se situe à la croisée des démarches et actions, outils et méthodes de l'ECSI et des démarches et approches du F3E, donc la mesure des effets et impacts, l'évaluation, le suivi évaluation, la capitalisation des expériences et les approches genre intersectionnelles et les approches orientées changement, entre autres. Elle se réunit 3 fois par an et elle dispose d'un espace sur la plateforme e-apprentissage du F3E pour permettre d'avoir un espace ressources dédié à cette communauté de pratique. Son principal objectif, c'est de favoriser les échanges et le partage sur les méthodologies d'évaluation, de suivi évaluation, de mesures d'effet et d'impact des actions de CSI et d'être dans une démarche d'apprentissage entre pairs. Et les mieux placés pour en parler, ce sont les membres de cette CPE-CSI. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Il faudrait passer à la dernière diapo. Mais il y a 3 personnes qui je ne sais pas comment on fait, qui composent cette CPE-CSI. Super. Et ben, ah oui, elle est là, la bipette. Ok. Et ben, est-ce que vous pouvez nous dire toutes les 3 en quelques mots ce que vous, à travers votre organisation, vous apportez à cette communauté de pratique et qu'est-ce que la communauté de pratique vous apporte pour explorer un peu cette notion. Je vais changer de côté. Hop. Très bien, j'ouvre le bal. Bonjour à toutes et tous. Donc, en termes de... j'apporte quelques éléments sur les deux et je laisserai mes collègues compléter. Je vais essayer de ne pas tout traiter d'un coup. Donc, ce que j'apporte à la CP-EXI, vaste question. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut tous apporter notre perspective propre en tant que représentants de certaines branches de l'EXI. Nous, en l'occurrence, on s'occupe d'éducation au commerce équitable. Donc, ça permet d'apporter une perspective un petit peu particulière dans cette grande famille qu'est l'EXI. Donc, je pense que ça permet de croiser les regards. Je laisserai certainement mes collègues rebondir là-dessus. On apporte aussi, en tant que tête de réseau, le fait de pouvoir faire remonter les pratiques et les expériences de notre réseau de membres, donc de pouvoir faire vivre des pratiques un peu plus du terrain et en même temps, nous, ça permet de faire remonter de l'information de leur côté. Donc pour vraiment ce qu'on apporte, en plus bien sûr des partages, voilà, des réactions aux expériences présentées, au partage de pratiques, etc. Et en termes de ce que la CP nous apporte beaucoup. On y participe depuis sa création, je crois. Et pour nous, c'est vraiment un endroit où on peut s'inspirer. Je pense que je mettrai ça en valeur en premier, où on apprend beaucoup de choses, où ça permet de découvrir des outils méthodologiques, de découvrir des pratiques, encore une fois, vraiment inspirantes, qu'on peut potentiellement répliquer, nous, dans nos réseaux. Sur un plan un peu plus spécifique à Commerce Équitable France, ça nous offre aussi des outils pour animer notre propre communauté de pratique. Comme on emmène une sur le CE, l'éducation au commerce équitable. Donc c'est aussi utile de voir comment on anime ça de façon dynamique. Voilà, c'est là encore une bonne source d'inspiration. Et enfin, pour moi, c'est vraiment un espace de réflexion et de prise de recul. Ça fait du bien d'être un peu moins dans l'urgence et de prendre le temps de se poser, de réfléchir sur une pratique, revenir dessus, l'analyser de façon plus poussée et d'avoir un échange avec ses pairs là-dessus. Donc c'est vraiment un temps un peu plus long qui, je pense, nous apprend, moi en tout cas, m'apprend beaucoup. Voilà, je vais essayer de ne pas tout spoiler, je laisse les collègues embrayer. Oui, bonjour à tous et à toutes. En fait,
il y a beaucoup de ce que vient de dire Ariel qui est vrai pour, j'ai l'impression, l'ensemble des membres, mais en tout cas, avant toute chose, la CPECSI, c'est aussi un espace de rencontre à un niveau national où, alors effectivement, dans le milieu de l'ECSI, il y a beaucoup d'acteurs qui agissent en fédération ou en union, et puis d'autres acteurs qui sont un peu plus isolés. Le fait d'appartenir à cette communauté de pratique permet de nous rencontrer et de voir quelles pratiques on a les uns et les autres, et particulièrement sur une question sur laquelle parfois, nous, en tant que praticiens de CSI, on n'y consacre pas forcément beaucoup ou pas assez de temps, c'est-à-dire l'évaluation. On a parfois du mal à se poser et à réfléchir à ces questions-là. Et cet espace-là, en plus d'être un espace de rencontre, nous permet d'y dédier du temps et de se dire, OK, là, je vais vraiment réfléchir à la notion d'évaluation à laquelle, dans mon quotidien, peut-être, je ne prends pas ce temps-là, quoi. Et puis, évidemment, comme on est tous et toutes des praticiens et praticiennes d'EXI, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, comme l'a dit Ariel, échanger de pair à pair et donc pouvoir recevoir et faire des retours sur les expériences de chacun et chacune. La manière de pratiquer l'évaluation dans nos structures, elle est différente parce que nos contextes sont différents, mais en plus d'être des sources d'inspiration, ça peut être aussi une manière de questionner nos pratiques réellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un commentaire d'un collègue d'une autre structure qui va nous interroger, nous questionner, nous permettre de remettre en question aussi nos pratiques sur la notion d'évaluation, et donc d'avancer davantage sur cette question-là. Et puis, un autre élément, à mon avis, qui est important quand même, c'est qu'on peut aussi valoriser nos expériences grâce à cette communauté. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas isolée dans notre coin de la France où on est situé. Voilà, ça nous donne l'opportunité de partager aussi l'ensemble des apprentissages qu'on peut faire au quotidien sur nos pratiques. Voilà. Et je passe la parole à Colline. Vous avez donc tout dit. Merci. Donc, que rajouter par rapport à ça Là, dans mes petites notes, en tout cas, je mettais en avant vraiment justement cet espace privilégié de rencontre avant tout. Donc, c'est effectivement un espace où on se rencontre aussi entre acteurs et actrices de l'EXI à différents niveaux. C'est intéressant, effectivement, de se dire qu'il y a des acteurs qui sont ou des actrices qui sont au niveau national et donc qui représentent potentiellement un mouvement large qui traduit aussi différentes éducations possibles dans le cadre de l'EXI, et rencontrer des acteurs qui sont vraiment territorialisés. Et donc, de fait, les pratiques, les environnements, les nécessités, les besoins, enfin, les questionnements sont pas forcément les mêmes. Et donc, c'est vraiment un espace privilégié pour se poser, se rencontrer, mais aussi voilà, dédier du temps à se poser ces questions mais au final, comment on est en capacité de savoir que ce qu'on fait, ça a un impact. Et donc, c'est des échanges assez riches sur comment on peut partager aussi nos écueils. Je trouve que c'est un espace qui, grâce au F3E, en tout cas, qui crée un espace de confiance pour se poser les questions et non pas juste valoriser nos expériences en disant, ben voilà... nous, on a fait ça. Non, en fait, c'est se dire, bah ouais, on a fait ça. Et en fait, qu'est-ce qui était compliqué? Parce que je crois qu'il y a des enjeux aussi de suivre, évaluer des actions, des engagements autour de l'éducation au large. C'est de l'accompagnement long terme. Et donc, en fait, se poser la question de, face à ce casse-tête, comment on fait? Toi, comment tu essaies de te dépatouiller? C'est quoi ce qu'il ne faut plus refaire? Quels sont les écueils? Et donc, c'est vraiment piocher, mettre au pot commun et de se dire, bah, toi, moi, j'ai testé ça, ça a fonctionné là-dessus, sur ce public, sur ce contexte. Comment tu peux l'adapter toi? Rentre chez toi, essaye et viens, on se reparle après. Et voilà, donc c'est vraiment, on peut le voir aussi comme un petit laboratoire d'expérience où on teste des choses et puis on essaye de voir ce qui marche ou pas. Et c'est vraiment un temps de prise de hauteur par le prisme des regards croisés, en fait, de se dire, ben, on se présente des choses, on a l'impression qu'on a pensé les choses de manière large et en fait on est la tête dans notre guidon. Et donc en fait c'est cette prise de hauteur de se dire mais en fait ça me fait penser à ce projet où moi j'ai testé ça. Et donc il y a un peu ce regard croisé qui nous ouvre, comme tu disais Marion, hein, sur tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé à cette dimension-là. Voilà, donc c'est vraiment important et il y a vraiment ce cadre posé où en fait le F3O nous apporte beaucoup de méthodes et d'outils sur lesquels s'appuyer, comme tu le disais Marie-Pierre, et nous après on partage nos expériences, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On va refermer ce
ce binôme sur les communautés de pratique, échange de pratiques, culture commune. Et on va s'intéresser maintenant à 2 initiatives qui touchent des publics particuliers, les enfants, d'une part, avec le village Copain du Monde du Secours populaire, ici représenté par Camille Barbe et Élise Lepage, et les habitants et habitantes d'un quartier populaire à Villejean, ici à Rennes, avec l'Université internationale populaire, représentée par Pauline Molleton de la maison de quartier de Villejean et Romuald Cousseau de la maison internationale de Rennes. On va commencer par l'Université internationale populaire. Sur son site, on peut lire « Organiserons-nous ensemble, associations, travailleurs sociaux, universitaires, habitants, jeunes et moins jeunes, des rencontres d'échanges, de débats et d'apports de connaissances sur l'actualité internationale et la diversité culturelle ». On comprend ici que l'UIP est un projet d'éducation populaire, d'éducation aux solidarités, à l'interculturalité, porté par une diversité d'acteurs. Ce projet il est né d'un partenariat entre la Maison internationale de Rennes et la Maison de quartier. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà rapidement l'UIP et nous dire quel rôle vous avez joué, quel a été le rôle de vos 2 organisations dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet? Oui. Bon, je précise déjà que ça devait être Emmanuel Bertini-Brier et Fabien Donnet, donc directrice de la MIR et directeur de la maison de quartier de Villejean. Donc, ils sont absents, on les remplace au pied levé, on va essayer de faire aussi bien. Déjà, ce sera super. Ouais. Déjà, juste pour dire donc, pourquoi Université internationale populaire. Donc, déjà, on peut dire université dans le sens où c'est un lieu un peu de recherche avec donc, des chercheurs, des enseignants, des universitaires ou des experts associés. International dans le sens où on va traiter de sujets internationaux, ou alors parce que c'est des intervenants qui viennent de l'étranger, par exemple. Et populaire, déjà tout simplement parce qu'elle est implantée dans un quartier populaire et aussi parce qu'il y a cette démarche d'éducation populaire. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, ça ne résume pas forcément exactement ce que c'est, mais en gros, on s'essaye à des méthodes, il n'y a pas de format prédéfini, à des méthodes qui situent l'intersection entre l'université et, disons, des groupes de travail horizontaux. Et après, ça prend un peu la forme qui va en découler, dans le sens où on va la définir ensemble, que ce soit sur le format à proprement parler, le choix des intervenants. Le but, c'est de mettre en mouvement les personnes en fait, qui sont les personnes qui sont initiatrices du thème qui a surgi. Donc avant l'événement sur le choix du thème, ou la préparation en amont sur la manière dont ça va se dérouler pour faire en sorte justement que ce soit le plus participatif possible, qu'il y ait le plus d'échanges possible, et aussi rencontrer un peu les gens, que ce soit pour définir ou affiner peut-être un diagnostic sur la question posée, ou pour les intégrer, voir si possible, ça c'est l'idéal, de réussir à mobiliser les gens pour justement créer cette dynamique. Voilà. Je te pique ton micro. Peut-être pour compléter, l'idée elle est très simple, hein, c'est comment on se réunit pour réfléchir sur un sujet ensemble. Alors l'enjeu, c'est le premier pas en fait vers ce type d'exercice-là. Comment réunir des profils de gens qui seraient intéressés par la thématique, qui ne se connaissent pas, qui peuvent partager un territoire comme habiter le même quartier, mais pas forcément. Par exemple, vous en tant qu'habitant, si vous avez 2 associations qui proposent ce type de projet, pourquoi vous allez vous mobiliser? Qu'est-ce qui vous touche? Est-ce que concrètement, je vais aller passer le pas de participer à ces échanges-là? Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que j'ai envie ou pas? Donc c'est pour ça que les sujets des différences EIP, en fait, ils touchent concrètement. En fait, ils ne sont pas choisis de manière anodine. Ça touche vraiment la réalité des personnes, soit d'un point de vue très personnel, soit c'est une thématique qui leur est propre, soit ça touche à des valeurs. Donc les sujets sont vraiment pas choisis au hasard. Et c'est à travers cet angle-là, en fait, que nous, tout l'enjeu, le premier pas pour que ces projets commencent, ça va être tenter de mobiliser, en parler aux habitants,
en parler du coup dans différentes associations qui fréquentent nos maisons. Vraiment leur dire, voilà, on lance un sujet commun, une initiative commune, de réfléchir ensemble sur un sujet qui nous est commun. Et à partir de là, une fois qu'on a qu'on a tenté de mobiliser et que des gens se mobilisent pour venir à nos rencontres, c'est très simple. On se donne rendez-vous à telle heure, sur tel sujet, et alors là, il faut accepter le fait qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Les gens arrivent, même en termes de méthodologie sur comment se déroulent les rencontres, en fait, on ne sait pas où on va. Il y a un sujet, les gens arrivent, ils se posent, il va y avoir une intervention, une, deux, et puis là, on se laisse porter. Et c'est ça qui est dans cet exercice-là qui est assez exaltant, c'est qu'il faut accepter qu'on ne sait pas où on va, qu'il faut accepter que chacun a du savoir, donc du pouvoir, qu'ensemble, du coup, on va réussir, en tout cas, on se donne l'ambition de, à la fois de réfléchir, mais aussi de transformer en action. Et c'est là, en fait, où, tant dans la mobilisation que dans la proposition d'action, de qu'est-ce qu'on fait autour de ce sujet-là, on en discute certes, mais est-ce qu'on ne transforme pas après? C'est pour ça que nos deux associations se mobilisent, qui permet de mélanger des profils très différents, des têtes de réseau différentes, et en plus, après, ça permet dans ce qui va être proposé, tant dans la réflexion que dans l'action, ça va augmenter la diversité de propositions. Et par exemple, le dernier projet sur lequel on a travaillé, qui est l'affiche que vous avez sous les yeux, si je résume, c'est comment des collégiens de Rosa Parks ont démarré un projet qui a terminé à la Commission européenne. Vous en avez peut-être entendu parler, on a travaillé dessus, c'est le dernier exemple en date, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Des collégiens ont commencé à travailler sur la thématique d'un accueil digne des migrants, dans les travaux internes de leur collège. Cette thématique-là est sortie un peu du collège, du coup a fait écho aux habitants. Du coup, l'Université populaire a démarré sur ce thème-là. Il y a eu des réflexions, et ça s'est transformé en ICE, Initiative citoyenne européenne. Il y a eu d'autres ICE déposés par d'autres citoyens rennais. Mais en tout cas, du coup, cette université populaire s'est transformée en ICE, qui a été du coup un texte où on a déposé des revendications à la Commission européenne. Des habitants ont mené la conférence de presse avec les élus de la ville de Rennes pour annoncer que nos revendications allaient être déposées à la Commission européenne, etc., etc. Et en fait, du coup, on a fait tout le process, mais à la base, on a juste commencé à discuter des questions de migration à l'échelle du quartier. Et donc, c'est parti de collégiens, des habitants sont greffés dessus, des associés, etc. J'ai plus le temps, c'est ça, j'ai pas vu le... Ok. Simplement, juste pour terminer, des principes de base... Nous, là, sur lesquels on s'attache énormément, c'est d'associer les gens depuis le début à la réflexion, que tout le monde soit au même niveau de réflexion, tant les professionnels que les participants. On n'est pas en tribune, hein. On est autour d'une table et chacun se met où il veut et on se laisse porter vers là où on va. Qu'on n'a pas d'idée prédéfinie et que surtout, on va associer les personnes au début, pendant et après. À chaque fois qu'on les a sur le même thème, si on a eu plusieurs choses à faire ou à mettre en place, tout le monde était recontacté, tout le monde avait la proposition de revenir. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément toujours revenu, mais en tout cas, ce sont des principes de base qui permettent en fait aux gens d'être considérés, de se mobiliser et de participer à l'aventure jusqu'au bout. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais du coup, venez à notre rencontre, on serait ravis de partager d'autres choses avec vous. Je crois que Pauline t'a répondu à ma deuxième question. Tu vas avoir un peu plus de temps juste après. Donc c'est bon, sur les conditions, il y a un petit peu de temps supplémentaire tout à l'heure. Je passe juste au secours populaire. Et je vous redonne la parole juste après. Revenons aux enfants copains du monde, secours populaire, avec et pour les enfants. Vous avez donné ce titre à votre projet. Qu'est-ce que ça signifie déjà ? Eh bien, avec les termes de « avec » et « pour les enfants », au-delà de la question des enfants, finalement, c'est déjà ce qui caractérise la démarche d'éducation populaire du secours populaire français, c'est-à-dire la mise en mouvement de tous et pour tous, avec le principe fondamental d'accueil inconditionnel, qui nous tient vraiment à cœur. Donc, c'est l'accueil inconditionnel à la fois de toutes les bonnes volontés qui veulent agir, mais c'est aussi l'accueil de toutes les personnes en difficulté qui ont besoin d'aide, quel que soit leur statut. Donc avec tous, c'est vraiment l'idée que toute personne est invitée à agir pour la solidarité, notamment les enfants, qui ont une place très importante au sein de notre association. C'est ce qui peut nous distinguer de beaucoup d'associations d'ailleurs, parce que c'est pas toujours simple de trouver comment s'engager en étant mineur, encore moins avant 16 ans. Donc c'était l'objectif de la création du mouvement Copains du Monde, il y a maintenant 32 ans. Donc
c'est un mouvement qui a été créé à la suite de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans l'objectif de permettre aux enfants d'exercer leur droit de s'associer, notamment. Et donc l'idée de l'association, c'était de leur permettre d'être bénévoles à part entière de l'association, sans aucune distinction de statut par rapport aux adultes. C'est-à-dire que les enfants ont aussi leur carte de bénévole comme tout adulte, la possibilité de voter lors de nos assemblées générales, lors de nos congrès, d'être élus dans les instances aussi. On a des enfants qui sont élus à tous les niveaux, du niveau local, départemental jusqu'au niveau national. On en a de plus en plus. Donc voilà, c'est mettre en mouvement les enfants, mais aussi tous les enfants, donc dans un véritable esprit de mixité, qui est vraiment une caractéristique du mouvement Copains du Monde, puisque les enfants qui composent ce mouvement sont issus de milieux sociaux très différents. On va avoir aussi bien des enfants de familles qui sont accompagnés par le Secours populaire, donc des enfants qui peuvent être destinataires de nos actions de solidarité, mais aussi des enfants de milieux sociaux plus favorisés qui ont juste envie de faire du bénévolat pour aider les autres, participer à lutter contre les inégalités, par exemple. Super, merci. On va revenir à l'Université internationale populaire. Tu as commencé à répondre à la question, mais quelles sont les... Mais il n'y a pas de souci, il y a plus de temps maintenant. Quelles sont les conditions pour qu'un tel projet au sein d'un quartier comme Villejean fonctionne ? Alors c'est vrai que j'ai un petit peu débordé tout à l'heure. En fait, il y a à la fois des choses très simples, mais sur lesquelles il faut être un peu fidèle. Comme je disais tout à l'heure, en fait, à partir du moment où les personnes se mobilisent parce que le sujet les intéresse, parce qu'ils ont envie de prendre part à cette réflexion collective et à ce qui va se passer après, simplement des choses toutes bêtes, quand on se rencontre, quand les gens se réunissent, et ben chaque parole est égale. Il y a des petits outils de méthode d'animation participative qui peuvent être utilisés de façon à ce que chacun puisse prendre place aux échanges. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça que les gens vont se sentir à l'aise et c'est comme ça que la parole va se libérer et c'est comme ça que chacun va se sentir, du moins c'est l'ambition qu'on a, c'est que chacun puisse se sentir capable en fait de proposer et de réagir en fonction de ce qui se passe. Et ça, il faut créer en fait pendant la rencontre les conditions adéquates pour que chacun puisse prendre part, peu importe d'où il vient, peu importe son niveau d'études, son capital culturel, etc. Et comme je le redis dans ces instances-là, il y a des gens qui se croisent, qui viennent d'univers très différents. Il y aura des personnes qui vont plutôt être attachées au réseau de la MIR, qui vont avoir des thématiques de travail ou des engagements associatifs très développés. Du côté de Villejean, ça peut être simplement des habitants qui, du coup, c'est un sujet qui les intéresse, ils vont venir un peu voir ce qui se passe. Mais du coup, s'il faut qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions, il faut qu'ils puissent avoir une place. Donc dans le fonctionnement, il faut être assez vigilant sur comment on mène les rencontres. Et aussi, pourquoi pas, donc c'est souvent ce qu'on fait, de codéfinir aussi les règles du jeu au tout début du projet. Et après, il faut aussi considérer en fait que tout le monde est sur le même pied d'égalité, qu'il y a un croisement des savoirs permanents et que tous les savoirs sont égaux. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Voilà, et juste pour illustrer un petit peu... Là, on vient de terminer le projet sur l'accueil digne des migrants. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, parmi les actions qui ont eu lieu à travers ce projet-là, par exemple, à un moment donné, a été émise l'idée de faire un parlement de la dignité. Le sujet, c'est un accueil digne des migrants. On travaille sur cette thématique et du coup, on a fait plein de petites actions. Et bien là, tous ceux qui ont participé au projet, des assos comme des habitants, ils se sont dit, il faut qu'on fasse une journée choc, une journée où du coup, on réunit ceux qui sont concernés par cette thématique-là. Et ça a donné lieu à une journée entière où donc ça s'est passé à la maison de quartier de Villejean, où du coup, il y avait une émission de radio, il y avait des associations qui sont venues présenter leurs projets, qui avaient des ateliers pédagogiques pour expliquer la nouvelle loi Asile, par exemple. Plein de petites choses comme ça où les gens pouvaient se croiser, enrichir leur niveau de connaissance, et à la fin, il y avait un théâtre forum pour du coup interagir sur quelle est la situation des populations migrantes actuellement, pour rebondir sur le thème. Voilà, et je terminerai juste, parce que là, on va entamer une nouvelle université populaire, et c'est juste pour illustrer nos propos. Le sujet, ça va être la sécurité sociale. Pourquoi, en fait, à un moment donné, on va proposer aux gens de réfléchir sur la sécurité sociale. Ça ne sort pas de nulle part, on est tous concernés par ce sujet-là. Et puis pourquoi ? Parce que des habitants nous en ont parlé,
parce qu'il y a des collectifs au sein de la maison de quartier, y compris à la MIR, qui du coup, notamment les jours heureux, nos jours heureux, je ne sais pas si vous les connaissez, qui du coup travaillent sur ces questions-là et ont énormément d'outils d'éducation populaire, notamment des pièces de théâtre, entre autres. Ils fly tous les week-ends sur le marché de Villejean, etc. Donc ils sont mobilisés sur ces questions-là, ils sont partis du quartier. Et voilà, ça fait écho à des réalités de territoire et à des préoccupations tant habitantes que associatives. C'est pour ça que ce sujet-là n'est pas sorti pour rien. Et en plus, il y a par exemple, à titre d'exemple, il y a 2 semaines, le SSA 35, le Sécurité sociale alimentaire 35, qui a fait un banquet solidaire pour justement commencer une réflexion collective avec les habitants sur cette question-là. Donc c'est la sécurité sociale alimentaire, c'est un sujet. Nous, ça sera vraiment la sécurité sociale en tant que telle. Mais c'est juste pour vous illustrer comment on pioche et comment émergent ces sujets. Et là, du coup, nous, on va commencer le travail de tenter de mobiliser et d'en parler, du coup, aux habitants. Voilà. Et notre prochaine réunion, elle a lieu dans le cadre du Festisol. Du coup, c'est le 26 novembre prochain à 18h30. Voilà. C'est ça que vous intéresse. Merci. Retournons au secours populaire avec les enfants. Pour assurer la mixité au sein des groupes d'enfants copains du monde, vous proposez des animations dans des écoles, vous travaillez avec l'éducation nationale pour mobiliser. En quoi cette collaboration elle est un levier dans ce projet? Et de manière générale, un petit peu comme les autres, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne un tel projet avec un public spécifique qui sont les enfants, quartiers populaires? Alors, je ne sais pas s'il y a de recettes miracles pour que ça fonctionne. Je dirais avant tout que ce qui est important, mais ça fait écho à ce que viennent de dire nos collègues de la maison de quartier de Villejean, c'est la mobilisation permanente d'enfants, de nouveaux enfants, dans tous leurs lieux de vie, entre guillemets. Donc, ça va être effectivement les écoles, mais aussi les clubs de sport, les accueils de loisirs, les maisons de quartier, partout où sont les enfants, en fait, pour assurer une véritable mixité au sein du groupe. Donc effectivement, le lien avec les établissements scolaires, il est hyper important pour nous, notamment via les interventions qu'on peut faire dans les écoles, souvent à partir d'actions de solidarité qui sont engagées par les établissements scolaires eux-mêmes, organiser un cross solidaire, une collecte de jouets pour Noël, une marche parrainée, une collecte de produits d'hygiène. Voilà, souvent, ces occasions-là, elles sont pour nous l'occasion de sensibiliser les enfants à la solidarité et donc leur permettre à terme de s'engager si c'est un sujet qui leur parle. Et puis au-delà de ce partenariat avec les établissements scolaires, il y a aussi toutes les actions de solidarité menées par le Secours populaire qui sont aussi l'occasion pour nous de rencontrer des enfants et de leur permettre d'agir au-delà de leur statut d'enfant aidé par l'association. On va avoir au cours de notre campagne vacances par exemple toutes les sorties à la journée. Ça va être les événements ponctuels qu'on va organiser comme par exemple la chasse aux œufs qu'on organise tous les ans et au quotidien les permanences d'accueil dans nos structures, dans les antennes, dans les quartiers, vraiment pouvoir parler à toutes les occasions possibles de cette possibilité de s'engager. Et puis on a des événements un peu plus spécifiques qui sont des véritables outils comme les villages copains du monde dont va vous parler Camille. Oui, les villages copains du monde, ce sont des séjours d'apprentissage de la solidarité, donc à destination des enfants copains du monde, donc les enfants bénévoles du Secours populaire, mais aussi, comme le disait Élise, des enfants aidés, accueillis par l'association. Au cours de ces séjours, on a du coup des activités ludiques, parce que ce sont des enfants et qu'on a besoin de jouer, une action de solidarité, des activités de sensibilisation aux droits de l'enfant. Comme le rappelait Élise, le mouvement Copains du Monde, il a été créé suite à la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc les enfants sont sensibilisés à leurs droits et ils peuvent sensibiliser à leur tour, sensibiliser à la solidarité internationale aussi, ou au développement durable par exemple. L'objectif, c'est que pour construire ces villages, on poursuive cette démarche d'éducation populaire en associant les enfants dans la construction du projet. On associe également nos partenaires internationaux parce que du coup au sein de ces séjours on a nos partenaires internationaux qui sont invités avec qui les enfants et les équipes du Secours populaire peuvent travailler en amont
L'objectif, c'est de renforcer ces liens et de permettre aux enfants de se découvrir dans l'altérité. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Le but, c'est aussi qu'ils puissent agir pour la solidarité grâce à une action et que les enfants qui le souhaitent, suite à ce séjour, puissent s'engager au sein du mouvement Copains du Monde. Donc c'est du coup cette diversité de moyens de sensibiliser les enfants qui nous permet d'assurer une véritable mixité au sein du groupe. Et puis pour que ça fonctionne, après avoir sensibilisé et mobilisé ces enfants-là, même s'ils sont bénévoles à part entière, vous l'avez bien compris, c'est important de quand même prendre en compte leur spécificité d'enfants qui nécessitent un accompagnement spécifique, un accompagnement adapté par des animateurs, animatrices qui sont bénévoles et qui ont pour mission de les aider dans la réalisation de leur projet à toutes les étapes, donc de l'idée jusqu'à la mise en place le jour J. Donc concrètement, pour illustrer un peu nos propos, à Rennes, par exemple, notre groupe d'enfants, il est composé d'enfants qui sont âgés de 9 à 16 ans, qui se réunissent environ 2 samedis par mois dans une antenne du Secours populaire. Actuellement, c'est celle de Villejean, justement. Et donc, à l'occasion de ces réunions, les enfants ils sont amenés à réfléchir aux projets qu'ils ont envie de mettre en place en fonction de leur centre d'intérêt à eux, soit par petits groupes, soit par plus grands groupes en fonction de l'ampleur du projet. Donc, ça peut être des petits projets tels que la participation à des actions quotidiennes de l'association avec les bénévoles adultes. Ça peut être participer aux permanences d'accueil, aux distributions alimentaires, aux collectes. Par exemple, le week-end prochain, c'est notre grande collecte départementale, collecte alimentaire dans les supermarchés. Voilà, les enfants ont la possibilité de tenir des créneaux de collecte avec les adultes. C'est aussi en suivant les étapes de la méthodologie de projet, apprendre à monter une action de solidarité de leur choix. Par exemple, des collectes de jouets dans les écoles qui mettent en place tous les ans, où ils vont à la fois communiquer auprès des écoles sur les supports qui vont permettre de mettre en place des collectes, sensibiliser les élèves, puis trier ces jouets et décider eux-mêmes de qu'est-ce qu'on va faire de ces jouets, à qui on les distribue, comment on en fait quelque chose. Et puis enfin des actions de sensibilisation. Par exemple, lors de notre dernier congrès départemental, les enfants avaient décidé de mettre en place une pièce de théâtre sur le thème de la pauvreté des enfants, qu'ils ont pu jouer devant l'intégralité des bénévoles. Ils ont été accompagnés par un metteur en scène pour ça. Donc voilà, c'est à la fois des actions pour agir directement et puis des actions pour sensibiliser. Donc l'ingrédient nécessaire pour nous, ça va être vraiment de laisser libre cours à la créativité des enfants, en les laissant mener et expérimenter leurs projets, leurs envies, en les encourageant toujours à prendre leur place de citoyens, citoyennes dans la société, puisque leur place fait plus l'objet de débat au sein de l'association, mais dans la société, il y a encore du travail à faire sur la place de l'enfant. Merci à tous les quatre. Pour terminer cette série de témoignages, on va donner la parole à Sandrine Rospabé, qui est enseignante-chercheur à l'Université de Rennes et qui coordonne un projet qui s'appelle Chapiteaux du vivant avec des étudiants. On peut mettre le diapo. Il s'agit d'un projet d'éducation aux transitions qui s'adresse à des étudiants et étudiantes en IUT carrière sociale. En fait, il s'agit d'une co-construction avec ces étudiants et des partenaires d'une semaine autour des transitions en autogestion. C'est un projet qui est ancré sur un territoire, qui permet d'expérimenter la vie en collectif, en autogestion, de produire des fiches actions. Et c'est une expérience qui doit et est transférable à une réalité professionnelle. Du coup, Sandrine, est-ce que tu pourrais nous dire comment ici les éducations A s'intègrent-elles dans un cursus de professionnalisation? Tu as commencé par la deuxième. Alors, ok, bon, alors très bien. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez encore un peu d'attention. Oui, alors ce projet, effectivement, on le mène depuis 2 ans sur le campus de Beaulieu. C'est une semaine en juin qui est co-construite et dédiée à la question des transitions. Donc ça s'inscrit, des transitions, du lien au vivant. Ça s'inscrit dans un cursus de formation de BUT carrière sociale, animation socioculturelle. Donc au bout de 2 ans,
et de 3 ans s'ils continuent 3 ans, les étudiants sortent et sont professionnels de l'animation, de l'éducation populaire, dans le champ aussi de la coordination. Donc ça s'inscrit. Alors comment est-ce que ce projet peut s'inscrire dans vraiment un contexte de professionnalisation? Par plusieurs aspects. Déjà, je pense sur la dimension, je vais commencer un peu fort, sur la dimension politique du projet. C'est un projet qui porte des valeurs d'écologie politique, de transformation sociale, et l'idée c'est de former les étudiants et qui portent ça dans leur pratique professionnelle aussi, d'animateurs et d'animatrices. Donc voilà, c'est vraiment quel animateur et quelle animatrice on souhaite former. Voilà, on travaille ces questions-là sous le chapiteau. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est l'approche pluridisciplinaire, parce que l'idée, c'est d'avoir une approche sciences humaines et sociales, mais aussi de sciences dures, avec beaucoup de guillemets. Et donc ça, ce fait de décloisonner, d'ouvrir à différentes disciplines, moi, je pense que c'est intéressant aussi dans une objectif quand on est professionnel sur le terrain. L'idée, c'est que les situations, on les voit avec ce prisme-là aussi d'ouverture. La pédagogie qu'on met en œuvre, c'est une pédagogie avec beaucoup de guillemets, tête, corps, cœur. Voilà, l'idée c'est d'avoir des savoirs, mais aussi de travailler sur la question du savoir-faire et d'agir ensemble. Vous voyez, là on construit des toilettes sèches, plein de choses ensemble, un bac, plein de trucs. Et puis le cœur, la question des émotions, ce sujet du lien au vivant et des transitions fait appel à ça. Donc des balades de biodiversité découvertes sur le campus, etc. Attention, on n'est pas non plus... donc l'idée, c'est d'avoir bien quelque chose en termes de changement de comportement, de s'inscrire là-dedans, tout en n'étant pas dans une approche de responsabilisation individuelle non plus sur ces sujets-là de transition. Ça peut être le risque. Et puis, la démarche de professionnalisation... on l'a aussi parce que c'est un projet qu'on ne mène pas seul et qu'on fait avec de nombreux acteurs et actrices du territoire Rennes Métropole, en fait, qui bossent sur ce sujet des transitions sociales et écologiques. Et donc, voilà, c'est que les étudiants et les étudiantes, en fait, ils prennent conscience de toute la pluralité d'acteurs qui travaillent sur ce sujet sur le territoire. Donc, je parle du sujet de l'alimentation, de la mobilité, de la biodiversité, des déchets, plein de choses. Du rapport au temps, de la précarité. C'est pas il y a une dimension sociale aussi qu'on essaie d'avoir assez forte dans ce projet. Et donc, on invite les étudiants et les étudiantes à aller rencontrer des acteurs du territoire. La première année, en 2023, ils ont créé des petits fanzines liés à la rencontre, suite à cette rencontre-là. Et puis, en 2024, ils ont créé des podcasts sur les sujets qu'ils avaient choisis. Voilà. C'est bien, merci. Oui. Il reste 2 minutes avant la fin officielle de cette plénière. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, tu as parlé de collaboration avec des partenaires, des acteurs du territoire, et notamment des acteurs de l'éducation non formelle. Comment ces partenariats se sont opérés dans le cadre du projet et qu'est-ce que ça a généré ? Donc moi je suis en poste depuis plusieurs années au département carrière sociale et depuis toujours, moi j'ai bossé avec des acteurs de l'éducation populaire du territoire. C'est ancré, en tout cas dans mes pratiques d'enseignement. Et donc là, c'était tout naturel que quand dans le nouveau programme pédagogique national est arrivé un module autour des transitions, etc., que je me tourne vers les acteurs du territoire en disant des acteurs que je connaissais d'ailleurs, qui a envie de travailler avec nous ces sujets-là. Donc en fait, on co-coordonne le projet qui commence dès octobre en fait sur la co-construction avec les étudiants, donc avec deux associations du territoire qu'on connaît depuis longtemps, qui sont
l'association là-haut qui bosse autour de éducation populaire, grammes d'arbres, liens au vivant, puis l'association Animétis, plus sur un volet social, Amorpa, lutte contre les discriminations, défense des droits. Donc moi, je ne pouvais pas imaginer que ce projet, on le monte qu'entre universitaires du département. Parce que en fait, le travail avec les acteurs du terrain, il apporte plein de choses au milieu universitaire. Il apporte déjà des convictions et des valeurs qu'on a envie de défendre au sein du département. Des valeurs de justice sociale, alors d'éducation populaire évidemment, de justice sociale, là, sur ce sujet-là aussi de justice environnementale. Enfin voilà, c'est important aussi que des acteurs du terrain amènent ça. Cette dimension aussi un peu politique du projet dans la formation. Évidemment, les acteurs de l'éducation populaire avec qui on travaille, mais je ne voulais pas commencer par ça parce que pour moi, ce n'est pas l'essentiel, mais ils apportent des méthodes aussi d'éducation populaire qui sont extrêmement intéressantes dans le cadre de cette formation-là, puisqu'on est vraiment sur des pédagogies alternatives, participatives, à la fois pendant la semaine. Alors, tu parlais d'autogestion. Oui, il y a de l'autogestion parce que effectivement, on fait des AG tous les jours et les étudiants et les étudiantes peuvent faire remonter des choses, transformer aussi ce qui se passe au quotidien. Après, on est là pour les accompagner. Mais en tout cas, ces méthodes de l'éducation populaire, alors même si moi, je m'y suis formée depuis pas mal d'années, dans le milieu associatif notamment, mais en tout cas, c'est vraiment super d'avoir ce retour-là aussi des acteurs. Et puis aussi les acteurs, ils apportent un réseau de partenaires, de connaissances sur le territoire et grâce finalement à eux, on fait intervenir sous le chapiteau un ensemble d'acteurs associatifs locaux que moi toute seule ou nous entre collègues, on n'aurait jamais eu. Donc c'est vraiment une richesse. Mais ça comment dire, je reste et puis ce projet il est super, mais il est empreint de plein de difficultés aussi de monter un tel truc sur un campus face à un cadre réglementaire notamment hyper strict. C'est compliqué et ça évidemment les enseignants ils restent seuls garants de ce cadre là quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes pour ces témoignages riches, inspirants. Je pense que pour conclure, tous ces témoignages illustrent un petit peu la diversité des éducations A et ce qu'on a essayé de créer, de générer pendant ces 2 jours. Inviter des acteurs très diversifiés, des acteurs qui portent des thématiques d'éducation A très, très diverses également. Et donc, pour poursuivre dans cette idée d'interconnaissance, de rencontre, je vous invite sans attendre à rejoindre les ateliers.